14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La jalousie, c'est un sentiment plutôt normal puisque même les animaux éprouvent ce sentiment, même si ça se traduit plutôt par des relations de domination et de soumission. La jalousie, c'est un affect qui traduit notre besoin d'être peut-être pas le préféré, mais en tout cas l'unique auprès de ceux qu'on aime. Je dis ceux parce que j'ai observé qu'il existe également de la jalousie en amitié et c'est vrai que c'est pas toujours, ça paraît pas toujours normal, mais pourtant ça existe. De même, il ne faut pas la confondre avec l'envie, c'est pas tout à fait la même chose. Néanmoins, entre éprouver un pincement quand notre partenaire parle peut-être un peu trop avec quelqu'un lors d'une soirée et devenir furieux, il y a un fossé et c'est ce que nous allons voir avec Jean-Charles Bouchou qui est avec nous et puis on va donc décoder ce que signifie la jalousie et à partir de quand elle devient anormale, voire même pathologique. On sait qu'on peut tuer par jalousie. Et puis, je crois qu'on va aussi aborder la question de la possession. Est-ce qu'on a le droit de vouloir posséder notre partenaire corps et âme ? Et puis sans doute qu'on parlera de l'infidélité parce que, évidemment, on le sait, c'est un moment terriblement douloureux et qui souvent réactive une jalousie qui était plus ou moins présente. Voilà. En tout cas, je vous invite à venir poser vos questions, à témoigner, notamment si vous êtes jaloux ou si vous êtes avec quelqu'un de jaloux. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Jean-Charles Bouchou, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Pour un sujet qu'on connaît tous, oui. Qui n'a pas eu à un moment donné dans sa vie ça semble assez normal, un peu de jalousie. On pourrait, pour arriver à mieux comprendre ce qui est normal ou ce qui ne le serait pas, remplacer le mot jalousie par le mot douleur. Et se poser la question, est-ce que c'est normal à un moment donné d'éprouver de la douleur ? Oui, évidemment, si on marche sur le pied, je vais éprouver de la douleur et c'est normal, c'est même souhaitable puisque c'est ce qui va me faire retirer mon pied. Donc il est évident que si j'aime quelqu'un et que si ce quelqu'un me trahit, me trompe, il me semble normal effectivement d'éprouver de la jalousie, d'éprouver en tout cas une grande souffrance. Alors, je voudrais revenir sur une information que j'ai entendue tout à l'heure. La Cour européenne a retoqué, si je puis dire, un homme qui avait demandé le divorce pour motif qu'il n'y avait plus de relation sexuelle avec sa femme. Donc, il a demandé le divorce et puis finalement, c'est donc pas considéré comme un vrai motif. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ? Il est obligé de rester avec son épouse. Alors, de toute façon, aujourd'hui, on peut divorcer sans preuve, sans motif. Donc, de toute façon, il pourra divorcer. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que jusqu'à présent, on considérait que lorsqu'il y avait mariage, il était normal qu'il y ait des relations sexuelles. Qu'il soit consommé. Et qu'à partir du moment où il n'y avait pas de relations sexuelles, c'était une bonne cause pour demander le divorce. Donc ça, c'est fini, on peut plus. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que ça autorise l'autre à aller chercher ailleurs ce que ne lui donne pas son conjoint ou sa conjointe ? C'est pratiquement ce qui ressort de l'équation, oui. Ouais, c'est effectivement. Ça, Si je dois accepter que mon conjoint n'a pas envie d'avoir une relation sexuelle, alors mon conjoint va devoir accepter que j'aille me satisfaire ailleurs. Et donc on ne doit pas être jaloux. Et non. Et on ne peut pas demander le divorce. Parce que ce serait logique quand même. Si on ne peut pas demander le divorce parce qu'il n'y a pas de relation sexuelle, on ne peut pas demander le divorce parce que l'autre a des relations sexuelles ailleurs. Oui. Ouais. Alors, je sais pas, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs, parce qu'ils ont certainement... Oui, c'est intéressant. Mais je trouve que, c'est quand même notre sujet du jour, en plus. Donc, la jalousie, souvent, elle est déclenchée... Enfin, moi, je l'ai entendu, je suppose que vous aussi, en tant que psychothérapeute, j'ai souvent entendu quelqu'un qui tout d'un coup, a réalisé qu'il était très, très jaloux après une infidélité. Comme si ça avait casser quelque chose dans sa confiance en l'autre. Il est devenu jaloux après avoir été infidèle ? Après avoir été trompé. Oui, mais c'est normal. C'est logique. Hein, oui. Là, c'est une réaction, comme je disais tout à l'heure, c'est une souffrance, c'est une douleur qui semble assez logique quand on est trahi par la personne à qui on a donné sa confiance. Mais après, il était jaloux même avec d'autres personnes, quoi. D'accord. Eh bien, ça fait penser à une réaction post-traumatique. C'est-à-dire qu'il peut avoir vécu cette tromperie comme un traumatisme qui a fait
fait certainement écho avec d'autres choses de son histoire. Sans doute un manque d'estime de soi ou quelque chose comme ça. Voilà, et puis peut-être qu'il s'était déjà senti trahi étant enfant, parce que pour qu'on puisse parler de trauma, il faut qu'il y ait une répétition. Oui, qu'il y ait quelque chose dans l'enfance qui a fragilisé cette partie de soi. Donc le fait qu'il ait été trahi par cette personne a réveillé le fait qu'il s'était déjà senti trahi quand il était enfant, et effectivement ça devient une réaction post-traumatique qui fait qu'il n'aura plus confiance en personne. Il a intérêt à faire une thérapie. Il a intérêt à faire une thérapie, sinon il va devenir invivable. Oui, parce que c'est vrai que la jalousie, quand elle devient maladive, ça ne fait que s'aggraver. Hein. Oui. Oui. Et à la fin, si on essaye de rassurer l'autre, ça sert à rien. À l'extrême, ça confine même à la paranoïa. Oui, absolument. Voire même au meurtre, hein, on le sait. Et voilà. Donc quand on est avec quelqu'un de jaloux, quand on est avec quelqu'un de jaloux, on lui propose qu'il fasse un travail sur lui. S'il refuse, il ne faut pas rester. Hein. Il ne faut pas accepter de vivre ça, c'est invivable, c'est insupportable. Et comme vous l'avez très justement dit, s'il n'y a pas un travail, s'il n'y a pas une prise de conscience, ça ne va pas aller en s'améliorant. Ça va être de pire en pire. Et puis, je pense que vous êtes assez d'accord avec moi, on n'a aucun droit de posséder le corps ou l'âme de l'autre. Absolument pas, oui. On parlait de mariage tout à l'heure, d'ailleurs il va falloir peut-être qu'un jour on redéfinisse qu'est-ce que le mariage, parce qu'effectivement, si à l'intérieur du mariage, on n'a pas de rapport sexuel, qu'est-ce que ça veut dire, leur être marié ? Ça devient un contrat... matériel. Ouais. Peut-être, je ne sais pas. Très intéressant. Hein. Oui, c'est vrai on pense quand même que le mariage, au départ, de toute façon, le mariage, c'était pour créer une famille. Alors oui, quand l'Église voulait chapeauter tout ça, on ne pouvait avoir de relations sexuelles qu'à l'intérieur des liens sacrés du mariage, pour faire des enfants. Je ne suis ni anthropologue ni sociologue, mais ce serait intéressant de voir depuis quand date le mariage et quel a été au départ de l'humanité. Je pense qu'il existait avant l'Église déjà. Hein. Oui, sûrement, mais j'avoue que je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un a la réponse, on sera ravis de l'entendre. Hein, c'est toujours intéressant de s'instruire, après tout. Bien sûr. Bon, alors la jalousie, on va en parler. Je crois que tant qu'on n'a pas vécu une infidélité, c'est difficile de savoir si on est réellement apte à le dépasser ou pas. Je pense qu'il existe des personnes qui sont maladivement jalouses et qui n'ont pas forcément vécu d'infidélité. Hein. C'est pas ce que je voulais dire, mais je pense qu'on ne peut savoir son degré de jalousie qu'à partir du moment où on a été face à une infidélité. Moi, je connais, hein, donc je sais que je ne suis pas une grande jalouse. C'est ça que je veux dire. Vous pensez pas, tant qu'on l'a pas, tant qu'on n'a pas vécu. Oui, bien sûr. On peut se croire il y a des personnes. Moi, c'est mon cas. Moi, je suis pas très jaloux non plus. Non. Hein, mais parce qu'on est sage. C'est parce qu'on est sage. Voilà. Donc, je peux pas imaginer que l'autre fasse des choses que moi je serais pas capable de faire. Mais par contre, s'être trompé sur quelqu'un, si ça doit être très dur à vivre. Je pense que je le vivrais très mal. Ouais. Oui. Bon, on va voir ce que nous disent ceux qui nous écoutent. Sud Radio 0826 300 300. Venez nous raconter vos petites souffrances de jalousie ou vos terribles drames de jalousie. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute, et votre dernier livre, c'était Les violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre. C'est peut-être une violence invisible, d'ailleurs, parfois. La jalousie ? Oui. Ah oui, c'est une violence, elle est relativement visible, mais oui, c'est d'une grande violence. Je l'ai rarement subi, mais ça m'est arrivé. Je me rappelle d'une personne qui était très jalouse. C'est insupportable. Vous sortez, vous allez vous promener, et tout de suite l'autre va s'imaginer que vous avez fait des choses innommables. Vous avez regardé avec trop d'insistance. Non, c'est de la violence. Oui, je suis bien d'accord. Ouais. Laurence, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors, moi j'ai été jalouse moi-même. Mais j'allais dire contre moi, parce que c'est pas dans ma nature, et j'en souffrais. Mais c'était plus fort que moi. J'étais jalouse de mon ex-mari. J'avais eu l'impression de l'aider à grandir, on va dire, et de l'améliorer, et que quelqu'un d'autre puisse le regarder, ou qu'il puisse lui regarder quelqu'un d'autre. J'avais l'impression qu'il m'échappait. C'est intéressant parce que là on voit bien ce désir d'emprise ou de possession que vous aviez sur lui parce que vous l'aviez fabriqué. C'est vous qui l'aviez fabriqué, donc il vous appartenait. C'est ça. Et c'était
c'était pas un très bel homme, mais il aimait plaire à tout le monde, et je ne supportais pas qu'il puisse parler à quelqu'un d'autre. Et encore pire quand j'étais là, et j'en souffrais parce que je sentais que c'était pas fondé, qu'il m'aurait pas trompé, mais c'était plus fort que moi. J'arrivais pas à me détacher de cette espèce de possession que j'avais pour lui, qui était même pas justifiée, parce qu'il arrêtait pas de me dire que j'étais belle, que j'étais la femme de sa vie. Mais voilà, quand on allait quelque part, il fallait qu'il reste à côté de moi. C'était insupportable pour moi. Oui, mais en même temps, ce que vous avez dit qui peut expliquer ça aussi, c'est qu'il aimait plaire. Et parfois, c'est un peu agaçant quand on voit la personne avec qui on est, qui est sans arrêt en train de faire la roue. Parfois, c'est un peu agaçant, mais parfois, ça fait partie aussi des choses qui nous ont attirés vers la personne. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais c'est sa nature. Oui. Oui, bien sûr, mais ça peut être un peu dérangeant. Ah, je ne supportais pas. Je ne supportais pas, et du coup, quand on était en réunion, enfin en public, j'étais méchante avec lui, je lui parlais mal, et j'arrivais pas à me retenir. C'était plus fort que moi. Et après, je m'en voulais parce que je me disais, bon, il n'a pas forcément mérité, puisque il a pas l'air d'avoir envie de me tromper. Mais est-ce que ça pourrait pas venir, c'est vous qui allez me répondre, hein, mais j'ai comme ça une idée. Est-ce que ça pourrait pas venir du fait que quelque part, c'est peut-être un manque de respect d'aller séduire toutes les femmes qui sont là quand on est dans une soirée avec l'homme de sa vie? Alors, c'est possible, mais ce dont je me suis rendu compte plus tard, c'est qu'en fait, c'était de moi dont j'étais pas sûre, et c'est moi qui l'ai trompé. Ouais, c'est moi qui suis allée voir ailleurs. Donc en fait, vous aviez peur de vos propres pulsions à vous, que vous attribuiez en fait, à l'autre. Oui, ça c'est fréquent. Hein. C'est ce qu'on appelle l'identification projective. C'est ça. Oui, bien sûr. La pulsion de tromper, elle n'est pas dans l'autre, elle est dans vous. C'était mes peurs, en fait. C'était les peurs de mon comportement que j'avais. Bien sûr. Mais il y a quelque chose de très intéressant du côté du Pygmalion, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, vous connaissez l'histoire de Pygmalion, hein, c'était un sculpteur qui avait réalisé une très très belle figure de femme, et il en était tombé amoureux. Et heureusement, un dieu, je crois que je ne sais plus lequel, l'a transformée en humaine. Et c'est un peu ça que j'entends chez vous. C'est vous qui l'avez fabriqué, c'est vous qui l'avez façonné, et il vous appartenait. C'est ça. Ouais. Et quand j'ai eu l'impression qu'il allait m'échapper, c'est moi qui l'ai trompé. Ah oui. Si ça avait été une statue, vous l'auriez détruite. Qui était, lui, par contre, hyper jaloux, et notamment de mon passé. À qui il a fallu que je raconte toutes mes histoires. Alors, j'ai pas tout raconté parce que déjà, le peu que je lui ai raconté, ça le rendait fou. Mais j'ai passé des nuits entières à lui raconter avec qui j'étais, comment il s'appelait, qu'est-ce qu'on faisait, où on allait. C'est une erreur, hein, parce que dès que vous commencez à rentrer dans ce jeu-là, ça n'en finit plus, et ça excite l'autre, mais en même temps, ça excite sa jalousie. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pulsion homosexuelle là-dessous qui serait insupportable chez la personne? Raconte-moi ce que tu faisais avec d'autres hommes, et quand on lui raconte, ça le rend malade, parce qu'il s'est identifié en fait. En fait, ce qu'il me donnait comme explication, c'est qu'il voulait être le meilleur. Il me dit, je veux être ton meilleur amant, donc je veux savoir tout ce que tu as fait avec les autres pour faire différemment et mieux. Mais c'était insupportable. Oui, je comprends, oui. C'était insupportable parce qu'en fait, après, alors par exemple, quand je lui disais on est allé à tel endroit, il me disait on n'y va plus. Alors à la fin, je lui disais plus rien parce qu'on pouvait plus rien faire. Après tout ce que j'avais déjà fait avec les autres, on pouvait plus rien faire. Parce que vous avez eu combien d'amants, Laurence? Dans les tous les coins de la France? Non, mais si je disais je suis déjà allée dans ce restaurant, ah bon, avec qui et pourquoi? Et alors je disais plus que j'étais déjà allée dans un restaurant ou dans une ville. Je disais toujours non, je connais pas. Ça, Laurence, bon, vous le savez maintenant, mais on peut le dire à ceux qui nous écoutent. Ça, c'est un indice d'une jalousie qui peut devenir assez vite envahissante. Hein. Ah oui. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte après que cet homme dont j'étais la maîtresse, puisqu'il était marié, avait aussi encore une autre maîtresse. Il en avait 2 autres. Donc en fait, il était jaloux. Moi, il me voulait exclusivement, mais lui, c'est pas quelque chose qu'il pratiquait pour lui. Vous fonctionniez beaucoup en miroir, j'ai l'impression. Hein, l'un et l'autre étant infidèles, l'un et l'autre étant séducteurs.
Oui, peut-être. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas penser, comme je l'ai déjà proposé tout à l'heure, que vous ne supportiez pas chez l'autre des choses que vous auriez pu trouver en vous, et lui de son côté la même chose? Je pense, c'est une explication, oui. Est-ce que vous avez été vraiment fidèle à un homme, Laurence? Je suis fidèle quand j'aime. Dès que j'aime plus, je suis plus fidèle. Oui, voilà. Donc on voit bien chez vous, en effet, quelque chose. Est-ce que c'est la peur d'être seul aussi? La peur de la solitude. Parce que quand on n'aime plus, on pourrait dire je m'en vais, et prendre le temps de faire une sorte de deuil, comme on le disait tout à l'heure, de la relation passée. Non, j'ai une vraie peur d'être seule. Non. Ouais, voilà, il est là le problème. Oui. C'est une angoisse d'abandon qui est là derrière, en fait. Pourtant, j'ai pas été abandonnée petite, ou du moins, j'ai peut-être vécu ça différemment. Oui, mais vous savez, l'angoisse d'abandon, elle peut s'expliquer par des angoisses quand on est très très bébé et que maman ne vient pas suffisamment Enfin, c'est très très curieux. Il ne faut pas oublier que jusqu'à l'âge de 6 ans, on est des êtres d'émotion, on est incapable de comprendre ce qui nous arrive et donc il peut y avoir des tas de choses qui se mettent en place et qui nous puis extrêmement fragiles. Parce que si ça fait résonance avec une angoisse précoce, l'angoisse d'abandon chez un tout petit est synonyme de mort. Si je suis abandonné, je ne survivrai pas. Mais c'est le cas. Alors que chez nous, adultes, quand on nous abandonne, généralement, quelques temps après, on se retourne, on regarde la personne qui nous a abandonnés, on se dit, elle a bien fait, hein. Ça aurait été dommage qu'il reste. Donc en fait, vous voyez le grand écart qu'on est en train de faire entre danger de mort d'un côté et bonne nouvelle de l'autre. C'est pour ça que ça vaut le coup d'aller travailler un petit peu sur ces traumas infantiles, pour les dégager et les relativiser, quoi. Et moi, je dirais quand même toujours à tous ceux qui nous écoutent, la meilleure manière de régler cette angoisse d'abandon, c'est la spiritualité, je trouve. Je dis pas la religion, je dis bien la spiritualité. Oui. Je trouve. Oui, c'est une solution. Ça, et revisiter ces traumas de l'enfance. Bien sûr, mais c'est pas toujours si simple. Parce que même la spiritualité, si j'aborde la spiritualité à partir de mes névroses, je vais évoluer au ralenti, il me manque quelque chose. Moi, je le sais bien, je pratique par exemple la méditation zen depuis que je suis gamin. Et j'ai commencé à faire une psychanalyse, la première, j'avais presque 30 ans. J'ai vu ma méditation se transformer. Non, mais moi, comme vous le savez, je suis une adepte de la psychanalyse aussi, donc je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Je dis simplement que pour certaines personnes, la psychanalyse est parfois un peu rude. Oui. Parce que c'est du scalpel. C'est difficile. Tandis que se réfugier dans la nature ou dans la spiritualité, ça panse un peu les plaies et ça permet de survivre. Voilà. Bien sûr. Mais bien sûr que dans l'idéal, donc revenir à ses racines. Dans l'idéal, je suis d'accord, la psychanalyse et la spiritualité. Et là, on a tout réglé. La psychanalyse, j'espère que je ne vais pas choquer, c'est pour moi un morceau du chemin spirituel que nous pourrions faire dans notre vie. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, il y a 2-3 auteurs magnifiques qui ont écrit, qui ont fait le lien entre les deux, parce que c'est indispensable. Oui. On n'ose pas, nous, en tant que psychanalyste, parce qu'on n'est pas là pour apporter des solutions ou pour prêcher la bonne parole auprès de nos patients. Donc évidemment, de la spiritualité, on en reste éloigné. Mais il n'empêche que, quel que soit le choix que va faire la personne, bien sûr, je pense qu'une psychanalyse fait partie du chemin spirituel. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, d'autant que là, les angoisses, on va les regarder. On les regarde en face, et on voit ce qu'elles veulent nous dire. Et oui. Bon, Laurence, c'est pas grave, vous avez trouvé votre truc. C'est pas la spiritualité, c'est la polygamie. Un après l'autre, jamais en même temps. Essayez en même temps, peut-être que ça va complètement enlever l'angoisse. Allez savoir. Je plaisante. En tout cas, merci de votre témoignage, parce que vous avez dit déjà beaucoup de choses sur la jalousie. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Et tiens, justement, notre Love Conseil, on va parler de résonance. La jalousie est au programme aujourd'hui avec Jean-Charles Bouchou. Est-il normal d'être jaloux et que signifie ce besoin de posséder l'autre? Nous attendons vos témoignages 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Jean-Charles Bouchou, vous parliez de résonance, et justement c'est mon love conseil, parce que très souvent il y a un mot, une phrase qui tout d'un coup nous fait prendre conscience de quelque chose qu'on veut vraiment, ou de quelque chose qui s'est passé, et tout d'un coup on réalise ce qu'on a vécu, et à ce moment précis, ça peut être un ami, ça peut être notre partenaire, mais ça peut aussi être un inconnu, ou vous là dans cette émission va dire quelque chose qui va provoquer en nous une profonde réaction. Et
et c'est ce que j'appelle la résonance, parce que en fait, on savait peut-être un petit peu qu'il fallait prendre cette décision, ou que c'était notre désir, ou qu'on avait peut-être fait une erreur en faisant telle chose, mais ce mot qui est dit par quelqu'un d'autre, c'est comme un effet miroir, ça fait résonance en nous, et c'est un éclairage qui est vraiment intéressant, et je trouve qu'il faut surtout pas le louper, cet éclairage, parce que ça nous permet d'avancer. C'est un moment formidable qui nous est offert en nous, en notre inconscient, comme diraient les psychanalystes justement. Nos réponses, elles sont là, mais elles sont souvent un peu masquées par des croyances ou par des obligations, qu'elles soient familiales, sociétales, enfin que sais-je. Et puis tout d'un coup, il y a une résonance, et si on sait l'entendre, notre vie va être plus proche de nos vrais désirs. Donc c'est vraiment important. C'est ce que nous cherchons en psychanalyse. En psychanalyse, vous allez avoir un discours, au bout d'un moment, vous parlez, vous vous écoutez même plus. Et le psychanalyste, s'il vous entend bien, à un moment, il va reprendre juste un mot et il va le répéter. Et vous êtes surpris. C'est moi qui ai dit ça, mais oui. C'est ce qui sort de votre inconscient. Exactement. Et effectivement, ça fait résonance. Et c'est magnifique, Et plus on est clair avec soi, plus on est apte à être en résonance, justement. Bien sûr, à accueillir des choses qui viennent de soi-même, en fait. C'est-à-dire que l'autre a dit le bon mot, mais c'est un mot qui a fait, comme vous dites, résonance avec quelque chose qui se trouvait à l'intérieur de vous. Si on préfère, ce qui est peut-être un mot plus familier. Oui. Et on est tous à même à avoir ça. Bien sûr. Mais souvent, c'est un peu masqué par des croyances, par des obligations. Donc soyez quand il y a un mot comme ça qui vous interpelle, soyez plus conscient, parce que ça poser parle la question, de vous. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça à ce mot? Qu'est-ce qu'il est venu me dire? Qu'est-ce que j'ai à entendre? Voilà. Agathe est avec nous. Bonjour Agathe. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Agathe. D'abord merci Brigitte pour tout ce que vous faites, ça nous aide à mieux comprendre les gens, nous comprendre, et ça fait qu'on avance. Et voilà, merci, je crois que je vous remercierai jamais assez. Non, merci aussi à mes invités qui sont tous exceptionnels aussi. On est d'accord. Oui, parce qu'on forme une bonne équipe. Et vous aussi, vous êtes exceptionnels de témoigner avec autant de sincérité. Moi, ça me touche toujours beaucoup. Voilà. Alors c'est une histoire exceptionnelle que je vais vous raconter concernant la Mais jalousie. on est tous exceptionnels, Agathe. Oui, c'est vrai. Il faut en être conscient. Voilà. Et donc oui, en parlant de jalousie, je voulais vous raconter cette histoire qui s'est passée quand j'avais 25 ans. Je sortais donc avec une fille, voilà, on était bien comme ça, voilà, c'était léger tout ça. Et puis un soir, elle rentre, elle est en boîte, elle était sortie avec une autre personne. Donc on se séparait, tout ça. Avec une autre femme ou un autre homme? Oui, une fille. C'est moins grave, parce que je sais que les lesbiennes ne supportent pas qu'on les trompe avec un homme. Ça m'est jamais arrivé, donc... non, mais je peux vous le dire. D'accord. Bon, pardon, je vous ai coupé, allez-y, Agathe. C'est pas grave. Et donc, on s'est séparés, tout ça, et puis finalement, c'est là que c'est déclaré chez moi la jalousie, parce qu'au départ, je vivais ça tranquillement, vous voyez, pas comme si c'était acquis, mais je sais pas, voilà, on était comme ça. Et c'était de la jalousie envers cette autre fille qui était la raison de notre rupture. Et puis j'ai essayé de reconquérir donc la fille qui était partie, j'y suis arrivée, mais le truc c'est que à force de penser à cette personne qui était venue là, c'était pas une obsession, mais bon, quand je la voyais, j'aurais aimé qu'elle soit morte, j'aurais préféré qu'elle soit morte. Et petit à petit, elle m'a plu. Et après, je suis sortie avec elle, donc parlant de jalousie et d'amour qui se retrouvent quelque part. Donc vous êtes sortie, si je comprends bien, avec celle dont votre amie vous avait trompé, on est bien d'accord. Avec laquelle. Oui. Et alors que au départ, quand c'est intéressant aussi ça, Jean-Charles Bouchou. Oui, on dirait une guerre, quoi. C'est une guerre de tranchées avec quelqu'un à conquérir, et qui est-ce qui va gagner?
Ben, j'ai pas vu ça comme ça. Moi, j'étais contente au départ que notre couple se soit reformé. Quand on la voyait en soirée, voilà, elle m'énervait, tout ça. Et puis petit à petit, j'ai été attirée par elle, mais j'en étais surprise par moi-même. Oui, mais en même temps, Agathe, ce qu'on peut dire en la séduisant et en faisant l'amour avec elle, vous la possédiez et vous redeveniez maîtresse du jeu, si je puis dire, voyez. Oui, mais c'était pas donné d'avance parce que. Raison de plus, c'est d'autant plus passionnant si c'est pas donné d'avance. Imaginez l'énergie que vous avez dû y mettre, et cette énergie finalement, elle a soigné un petit peu la douleur de la jalousie, puisque c'était. Oui, mais ça a été bien plus tard, quoi. Hein, je veux dire peut-être un an ou après. Et donc après, ça a été une passion, puisque donc finalement avec la première, on s'est quitté, et je suis restée avec cette fille. Et c'était une passion, mais chaque fois qu'elle devait venir habiter chez moi, je ne l'aimais plus. Et dès qu'elle partait, je pouvais plus m'en passer. Je sais que j'avais entendu qu'un grand auteur, je sais pas qui c'est, Maupassant, il avait vécu la même chose. La personne, quand elle était là pour vivre avec, eh ben, elle m'ennuyait. Et j'ai dit, bon, c'est bon, c'est la dernière fois, c'est bon. Et quand elle repart, mais ça s'est fait 5 ou 6 fois, quoi. Vous voyez, vous vous dites, c'est bon, j'ai vu que quand on vit ensemble, ça me convient pas, c'est bon, c'est terminé. Et quand elle partait, qu'on se quittait, alors il fallait. Mais Agathe, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas elle qui vous intéressait, mais c'est l'enjeu de ce qu'elle représente. Ça, il peut y avoir autre chose. Mais quand je l'avais eu, après, j'en avais plus besoin. Eh ben si, puisqu'elle s'en va à nouveau, donc on la rattrape. Mais ce qu'il peut y avoir aussi, c'est la maman et la putain. Celle qui est à la maison, c'est comme une maman. Et on n'est pas amoureux de sa maman, on est content d'être avec parce que c'est confortable. Alors que celle qui nous excite, celle qui nous attire, elle est sauvage. Oui, c'est celle qu'on n'a pas. Mais je veux dire, ça a été long. Hein. Il m'a fallu au moins 4 ans pour que ça s'arrête vraiment. Des allers-retours. Enfin, je me disais, ça te sert de leçon. Tu vois bien que quand elle est là, eh ben non. Oui, mais Agathe, vous savez très bien qu'on n'est pas maître de nos sentiments et de tout ce qu'on ressent. Là, en l'occurrence, une thérapie vous aurait aidé parce que vous auriez compris quels étaient les enjeux qui vous. On est beaucoup dans le désir mimétique là, dans ce que vous nous racontez. Mimétique de quoi c'est-à-dire qu'au début, elle vous attire parce que c'est celle avec qui vous étiez qui l'avait désiré. Donc, c'est-à-dire le désir mimétique, c'est désirer ce que l'autre possède. En gros. D'accord. Donc là, ok. Donc je l'ai eu. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc j'aurais pu dire c'est bon. Et après il y avait des sentiments. Oui, mais peut-être que en la gardant et en la reséduisant, eh bien ça vous rassurait parce qu'au moins vous étiez totalement dans le contrôle d'une situation qui vous avait certainement blessé et fait mal et qui vous inquiétait. Sans doute qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, elle aussi, elle aurait pu dire stop, chaque fois que je reviens, tu veux plus. Et non, et on continuait comme ça, on retrouvait les bons arguments pour convaincre. On avait 25 ans aussi, hein, c'était. Mais oui. Il y a des choses qu'on ne ferait plus, hein, mais qu'on comprend mieux. Mais je pense, vous savez, Agathe, merci de ce témoignage, parce que je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans votre témoignage. Hein. C'est pas quelque chose qu'on n'entend jamais. Hein. Oui. J'avais entendu juste un auteur, comme je vous dis, un écrivain j'ai dit tiens, quelqu'un de plus élaboré que moi, si vous voulez, mentalement, il vivait la même chose. Alors ça m'avait rassurée. Voilà. Oui, puis quelquefois aussi, on court après un fantasme. Et le fantasme, si on écoute bien le mot, c'est un fantôme, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et une fois qu'on l'a attrapé, le fantasme, et qu'on le ramène à la maison, c'est plus un fantasme, ça devient une réalité. Et quelquefois, on aime à se nourrir du fantasme. Ce qu'il y avait aussi, c'est qu'on s'entendait bien sexuellement. Ouais. Vous voyez ? Alors, il y avait du désir, mais c'est vrai qu'après, quand elle était là... Peut-être qu'elle n'était pas très passionnante, elle était peut-être excitante, mais pas passionnante non plus. Oh, elle était intéressante quand même. Oui. Elle était pas passionnante, mais ça allait quoi. Elle tenait la route.
de mon point de vue. Elle était plus jeune que moi, mais c'était voilà. On avait des choses à et quand elle était chez vous, enfin quand elle revenait chez vous, donc elle vous agaçait un peu non? Et ouais, c'était chaque fois qu'elle revenait, que c'était voilà. Et même on a repris, enfin il y a peut-être 10 ans quoi qu'on s'était retrouvés. Oui c'est vrai, on avait repris, mais c'était vraiment plus ça quoi. On s'était retrouvés ouais, en 2011, donc ça fait 14 ans, donc. Et des amis ont dit ben alors si vous vous remettez ensemble, c'est que c'est le vrai amour quoi, ça va. Eh ben non. Voilà, je pense qu'il n'y a jamais eu de vrais sentiments pour elle. Je pense qu'il y a eu de l'excitation, il y a eu beaucoup d'excitation, mais je pense pas on a mélangé ça. On croit que voilà, parce que on désire la personne, on l'aime, mais c'est sur du plus long terme. Et maintenant on le sait quoi, mais moi je croyais que c'était l'amour quoi. Enfin, oui, voilà. mais vous êtes d'accord Jean-Charles, hein, l'excitation c'est pas forcément de l'amour. Parfois on peut avoir être attiré par quelqu'un, effectivement, avoir des relations sexuelles intéressantes, mais après, c'est le grand vide. Et effectivement, à partir de là, on ne peut rien construire. Évidemment. Ouais. Ben merci Agathe, en tout cas, de ce témoignage. Et oui, c'est la jalousie, elle est parfois moteur de beaucoup de choses. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Charles Bouchou et on évoque la jalousie, on pourrait dire les 50 nuances de jalousie, hein, parce qu'il y en a, ça se décline à l'infini. Et on retrouve Marjorie. Alors pour l'instant on n'a pas eu d'homme, mais je pense que les hommes sont également jaloux et on les invite évidemment à nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marjorie. Oui, ben alors moi je souhaiterais témoigner parce que bon, en fait voilà, j'ai eu un moment de jalousie et ben en fait je sais pas si c'était exagéré, disproportionné, si c'est moi qui ai, enfin voilà, je voudrais savoir. Ben, racontez-nous. Alors on va essayer de voir. Ben, en fait c'était une soirée, donc j'étais avec mon copain et une amie avec moi. Un copain avec qui vous êtes depuis longtemps? Ça fait 1 an et demi, mais bon, ça a été chaotique, quoi. D'accord. On s'est séparés, remis ensemble, enfin, voilà. D'accord. Et donc, en fait, bon, on arrive à la soirée, et puis, par exemple, ça a commencé, il y avait une personne qui faisait du body painting. Mmh. Et donc mon ami était en robe supra décolletée et donc mon copain lui commence à lui toucher le visage jusque descendre sur sa clavicule, en haut de sa poitrine, en disant tu devrais enfin faire le truc là quoi. Moi j'étais là bon ok non, donc sur le coup j'ai rien dit, mais j'étais là quand même bon, tu la touches devant moi, ça me dérange. Ensuite, on est sorti dehors, il a cherché un briquet dans sa poche, mais sans lui demander, il a fouillé dans ses poches. Ensuite, elle lui a payé un verre, il y a payé un verre. Et puis après, quand elle avait besoin que quelqu'un lui tienne le verre pour danser, elle lui donnait à lui. Et en fait, ça m'a gonflé. Donc je leur ai dit, ça me dérange. Je me suis pas énervée, mais j'ai dit, voilà, en fait, depuis tout à l'heure, oui, puis par exemple, aussi à un moment, il passe derrière elle, il met sa main sur ses reins, quoi. Enfin, j'étais là, mais attendez, les gars, je suis là, en fait. Donc, je sais pas. Bah, c'est quand même un flirt. Puis vous vous êtes senti nié, Marjorie, c'est ça, hein? Exactement. En fait, j'ai eu l'impression qu'ils étaient 2 célibataires en train de se dragouiller, et sauf que moi, j'étais là, quoi. Bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait, oui. Ouais, c'est un manque de respect. Oui. Ah, merci. Mais non, mais attendez, il est là, il la touche, il lui tient son verre, enfin comme s'il était avec elle, en fait. Mais ce qui est intéressant aussi, Marjorie, c'est que vous nous posez la question, est-ce que c'est normal ou est-ce que ça ne l'est pas? Et moi, évidemment, je serais tenté de vous renvoyer à vous-même. Est-ce que vous estimez que c'est normal ou pas? Parce que c'est vous qui allez la poser, la limite. Parce que peut-être qu'une autre personne, elle va dire, tiens, on va faire ça à 3, quoi. Moi, j'estime que c'est normal, mais comme lui n'a pas estimé que c'était normal et que elle non plus, je me suis dit, merde, c'est peut-être moi qui exagère. Non, quoi. Vous avez considéré que c'était pas normal, ce qu'ils ont fait? Ah non. Bon.
Et eux ont considéré que c'était normal, c'est ça que vous... Ils m'ont dit, oh, tu exagères, machin, ça veut rien dire. Alors là, après, en plus, il y a une double peine. Patati, patata. Il y a une double peine, c'est que d'abord, vous vous sentez, j'ai dit nié parce que j'ai pas osé dire humilié, mais en plus, quand vous vous dites ce que vous ressentez, ce qui est la moindre des choses, à ce moment-là, vous êtes de nouveau rabroué. Oh, en plus, tu n'as pas de... ou tu te trompes. C'est ta faute. En fait, c'est de votre faute, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, elle s'est arrêtée, mais lui, il m'a dit oui, tu m'as fait une crise. Non, mais je t'ai pas fait une crise. Ça, c'est pas faire une crise. J'ai juste dit ce qui me dérangeait. C'est une crise, c'est si j'avais, je sais pas, si je me dis j'aurais fait une crise en me disant vous avez qu'à aller baiser dans les chiottes et puis je me serais barrée. Ça s'appelle une crise. Mais dire juste en fait ça me dérange. J'aimerais que vous fassiez pas ça parce que là j'ai l'impression que en fait vous draguez par ma tronche et ça m'emmerde. Est-ce que si vous aviez fait la même chose avec un de ses copains, il aurait supporté? C'est loin d'être sûr, hein. Je sais pas. Après, il est pas très jaloux. Après, il faut être clair entre vous aussi. C'est peut-être lui qui considère que, même si vous êtes ensemble, il a le droit de tripoter d'autres femmes et éventuellement même de les séduire, même devant vous. Et à ce moment-là, soit vous acceptez, soit vous dites, moi, j'ai pas envie d'une relation comme ça. Vous voyez, mais vous, alors. Quel que soit ce que pense chacun d'entre vous, c'est votre vérité. Alors, soit c'est des vérités qui sont compatibles et tout va bien, soit c'est des vérités qui ne sont pas compatibles et à ce moment-là, il faut voir quel compromis on fait. Et si on ne trouve pas de compromis, ça va, à un moment ou un autre, gêner la relation. Non, mais c'est évident, mais déjà, je voulais... Parce que on peut aussi, des fois, être excessif et se dire que on est totalement dans notre droit et qu'en fait, on est excessif, quoi. Ça peut arriver aussi, donc... Là, vraiment, visiblement, oui, il a flirté devant vous avec une autre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui qui trouveraient ça pas normal. Donc vous avez... Et qui plus est, en plus, une amie à moi. Donc et votre amie n'est pas très cool non plus. C'est une, on va dire, peut-être pas une double trahison, mais c'est une double peine. Oui, c'est une double trahison. Et puis je lui ai dit à mon ami, j'ai dit attends 2 secondes, si je faisais la même avec ton mec, me dis pas que ça te dérangerait pas. Ouais non. Bon après j'en ai rediscuté avec mon ami. Oui. Avec des copains à nous qui lui ont dit non, là t'as abusé, et là elle s'est remise en question, elle a dit ouais peut-être que machin. Mais lui non, pour lui Bon vous savez à quoi vous en tenir vis-à-vis de lui déjà. C'est ça, c'est une question de valeur. Est-ce que vous partagez suffisamment de valeur pour pouvoir être ensemble? Parce que si à un moment donné pour lui c'est normal et pour vous c'est anormal, tout simplement vous n'êtes pas compatibles. C'est ce que je suis en train de me dire effectivement. Ouais. C'est voilà, mais après oui, la jalousie ça peut être très. Mais ce qui est, il y a de fortes chances. Encore une fois, je ne sais pas, c'est pas lui qui témoigne, mais il y a fortes chances que si vous faisiez la même chose, il ne le supporterait pas non plus. Mais il fait partie de ces personnes qui sont, comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont tous les droits et pas beaucoup de devoirs. Donc après tout, il a trouvé cette fille un peu excitante et puis il s'est laissé aller et puis vous n'aviez pas votre mot à dire puisque c'était son envie, voyez. Oui, c'est possible. De toute façon, je pense que, quand j'en ai parlé, il m'a dit mais non, moi ça ne m'aurait pas dérangé, mais. Alors ça, on n'en sait rien, mais on va pas répondre à sa place. C'est possible. Mais c'est possible, mais c'est pas certain du tout. Mais je pense qu'il est, ce qui m'ennuie le plus dans ce que vous racontez, Marjorie, c'est qu'il n'est pas capable de communiquer avec vous. C'est-à-dire qu'il n'entend pas ce que vous lui dites. Il n'entend pas que vous avez été blessé. Il n'entend pas au moment où vous lui dites durant la soirée, oh ça va, je suis là, respecte-moi. Donc moi c'est surtout ça qui m'ennuie parce que quand on commence on parlait hier de la communication, la vraie communication entre deux êtres. S'il n'y a pas de communication, ça sera de toute façon compliqué. Ah mais c'est sûr, oui, c'est vraiment oui. Alors ça c'était hier, mais c'est vrai que on a un gros problème de communication. Hein. Ça c'est, je pense que c'est lui quoi. Dès que je veux dire quelque chose. Oui, parce que vous le soir, et je dirais même bravo parce que le soir même vous avez su réagir et dire quelque chose. Ouais. Et ça c'est bien parce que vous avez posé votre limite et vous avez demandé à être respecté. Visiblement ne supporte pas la contrainte. Parce que malgré tout, discuter, entendre les arguments de l'autre, devoir s'expliquer un peu, c'est une contrainte. Et ça, visiblement, il n'y est pas prêt. Hein.
Non, c'est sûr. Après, voilà, dans la soirée, ils se sont éloignés après, mais c'est vrai que quand il m'en a reparlé, il m'a dit ouais, ça m'a saoulé, machin, ta réaction. J'étais là, mais enfin voilà. Mais oui, c'est sûr. Après, de toute façon, je pense que j'ai déjà fait mes conclusions, mais. En tout cas, vous avez le droit de trouver ça anormal, puisque c'était ça le but de votre témoignage. Oui. Vous avez oui. Et à mon avis, si on faisait un sondage, on aurait largement plus de 50% qui trouveraient ça anormal. Oui, mais peu importe. Combien même vous seriez la seule à trouver ça anormal. Si vous trouvez ça anormal, vous le dites et ça doit être entendu. C'est votre limite, c'est votre frontière à vous, quoi. C'était dans le sens, par exemple, où les gens, quand ils sont hyper jaloux, ils supportent même pas que quelqu'un dise bonjour. Enfin, voilà. Ouais. Donc, il y a quand même des choses où, à un moment donné, on va trop loin, quoi, dans la jalousie. Bien sûr. Ben là, vous n'êtes pas dans le champ de la paranoïa. Vous demandez à être respecté. C'est pas de la parano, hein. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a deux personnes contre vous qui vous disent tu t'abuses et tout, on se dit mince, peut-être qu'en fait oui, quoi. Oui, enfin c'est deux personnes qui étaient quand même très acteurs, si je puis dire, de la situation. Oui, donc c'est toujours compliqué sur le moment. Votre amie, elle aurait dû se sentir un peu coupable et s'excuser. Elle l'a pas fait parce que sur le moment, elle a pas. Mais après, elle l'a fait. Donc on voit bien que sur le moment, c'est toujours difficile de reconnaître ses torts. C'est sûr. Oui. Mais au moins, elle l'a fait après, tandis que lui, visiblement, il est toujours persuadé qu'il était dans son bon droit. Donc, c'est un peu compliqué. Hein. Mais bon. C'est sûr. Enfin, écoutez, Marjorie, merci de votre témoignage. Ça va peut-être susciter d'autres témoignages qui vont rassurer Marjorie, ou au contraire, peut-être qu'aujourd'hui, il y a plus de loi, de limites. On fait ce qu'on veut. Il faudrait qu'il y ait des règles. Il ne faut pas qu'on ait peur d'en discuter. Mais moi, je trouve que ce que Marjorie a fait est remarquable et c'est très bien. Elle a su dire. Et qu'elle a su poser, dire voilà, pour moi, ça n'est pas normal. Et la norme, a priori, nous sommes les seuls à pouvoir la poser. Et pour qu'il y ait un couple possible, il faut malgré tout que nos normes de part et d'autre soient suffisamment proches pour pouvoir s'accorder. S'il y en a un qui est libertin, si l'autre est puritain, on va pas aller très loin. Hein. Non, parce que dans une soirée libertine, je suis pas sûr que le puritain va trouver son compte. Va faire des prières. Et je me pense. Oui, bien sûr, dans un couple libertin, on va toucher une autre femme devant sa femme et ça posera aucun problème. Et ça pose aucun problème si les deux sont vraiment d'accord, hein, parce que quelquefois on en avait déjà parlé. Oui. Il y en a un qui dit oui, d'accord, mais qui en réalité non. Non, d'accord, mais enfin, veut faire plaisir. On voit bien que et c'est dramatique. Tout est possible, c'est juste encore une fois une question d'être sur la même longueur d'onde. Oui. Et voilà. Et merci Marjorie, en tout cas, merci de ce témoignage. On va continuer à évoquer la jalousie, bien sûr, après les infos, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein. On voit bien que elle est très. C'est parfois une jalousie maladive, parfois c'est juste un petit pincement. Mais c'est tout ça. Il faut être conscient. Et puis ça parle de nous. Hein, et c'est pour ça qu'on vous donne la parole et qu'on vous écoute. J'ai une jolie devinette pour vous, Jean-Charles Bouchou. Qu'est-ce que se disent deux chats qui sont très amoureux? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Avec Jean-Charles Bouchou, aujourd'hui nous parlons de la jalousie. Êtes-vous jaloux ou jalouse? Ou comment avez-vous vécu la jalousie de l'autre? Venez nous en parler. 08 126 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui la jalousie avec Jean-Charles Bouchou, psychanalyste, psychothérapeute. Son dernier livre, Les violences invisibles, aux éditions Le Courrier du Livre, dans lequel vous parlez de tout ce qu'on peut subir dans un couple ou même au travail. Et bon, c'est pas des coups, c'est pas de la violence physique, mais c'est une violence parfois beaucoup plus sournoise et qui détruit. Ça reste malgré tout une violence bien visible. Hein, mais une violence psychologique, on est d'accord. Et c'est un livre tout à fait intéressant que je vous invite à découvrir. Alors, ma petite devinette que j'aime beaucoup, qu'est-ce que se disent deux chats très amoureux? Et je me le demande. Nous sommes félins pour l'autre. C'est joli, oui. C'est mignon. Hein, oui, c'est très mignon. Miaou. Nous avons Sophie maintenant qui est avec nous. Bonjour Sophie, merci de témoigner. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors oui, le sujet d'aujourd'hui me parle énormément
Eh ben, on vous écoute alors. Parlez. Alors, j'ai plusieurs points de vue à apporter. Le premier, c'est que moi, je suis fondamentalement très jalouse, mais je me soigne. J'ai passé des époques absolument abominables parce que je traînais d'énormes valises suite à des incestes dans mon enfance, etc. Donc jusqu'à l'âge de 23-25 ans peut-être, je me mettais dans des situations insortables où je ne rencontrais que des hommes infidèles ou bien mariés qui m'aimaient bien mais mariés, et donc je souffrais abominablement. Et pour autant, je ne souhaitais pas arrêter la relation. Ça a été extrêmement dur. Et en faisant un travail un petit peu plus tard, je me suis rendu compte que ça me renvoyait à des choses de mon enfance, peut-être un sentiment d'abandon ou de pas être assez ou de rivalité. Enfin bon. Bien sûr. Oui. Voilà, ça a été très très dur. Ce qui ne justifie pas non, mais ce qu'on peut dire de manière comme ça très générale, hein, pour ceux qui nous écoutent, dans votre enfance, vous avez vécu des situations qui n'étaient pas bonnes et qui étaient des situations où vous étiez malheureuse, et donc vous n'imaginiez pas pouvoir être heureuse dans une relation, donc vous choisissiez des partenaires qui vous rendaient malheureuse, et c'était normal. Et voilà. Oui, quand on est enfant, mais plus que ça, parce que ce qu'a vécu Sophie, c'est plus que de l'abandon, c'est presque elle peut avoir un sentiment de rejet. L'angoisse de rejet est même encore plus forte que l'angoisse d'abandon. Quand on est petit, c'est un traumatisme. C'est quoi un traumatisme? C'est un afflux d'énergie psychique qu'on n'est pas capable de gérer. Donc bien souvent, on le refoule. Et après, dans notre vie d'adulte, on va inconsciemment, involontairement remettre en place des situations analogues pour pouvoir revivre la même chose maintenant qu'on est capable de pouvoir l'assumer. Sauf que au pied du mur, eh ben, on a les mêmes réactions que quand on était enfant, refoulement, le refoulement du refoulement, etc. Ce qui est important, Sophie, étonnamment, c'est d'arriver à vivre la scène. C'est-à-dire que ça, il faudrait vous faire aider par un thérapeute qui soit un petit peu spécialisé dans les traumatismes. C'est-à-dire qu'il va vous faire vivre ces scènes-là que vous avez refoulées quand vous étiez enfant, pour pouvoir enfin les vivre et enfin les dégager, pour pouvoir enfin passer à autre chose. Et plus avoir besoin d'entrer dans cette répétition. Mais visiblement, vous en êtes un petit peu sorti. Ça va. Enfin, j'oserais dire que ça va très bien maintenant. Parce que aussi j'ai fait une bonne rencontre à la fin des fins. Et ça, c'était l'autre volet que je voulais aborder. C'est-à-dire que mon conjoint actuel, on se connaît depuis 14 ans, donc ça fait un petit moment que ça dure. Oui. Et je l'ai rencontré à une époque où j'étais complètement dégoûtée de tout. Je sortais d'un divorce qui s'était très mal passé. Et j'avais fait quelques rencontres qui m'avaient profondément ennuyée. Et je m'étais dit que j'allais aller sur un site de rencontre et puis que j'allais m'envoyer en l'air et qu'on en resterait là. Lui, il était dans une surconsommation de sexe parce qu'il traînait lui aussi d'énormes valises. Et il s'est soigné depuis, enfin avec un thérapeute, donc ça va très bien. Et quand on s'est rencontrés, donc on était l'un et l'autre sans aucune volonté de s'attacher d'aucune manière que ce soit. Sauf que ça s'est très très bien passé et qu'on s'est attachés très très rapidement. Et donc on a un petit peu deux oiseaux blessés qui se réconcilient l'un l'autre. Hein. Voilà, donc il a fallu jeter des bases quand même, ça n'a pas été évident, et surtout que moi je traînais cette jalousie, donc je lui ai dit très clairement que c'était, voilà, s'il était avec moi, il fallait absolument qu'on change de mode de fonctionnement. Ce qu'il a accepté. Alors ce qui est amusant entre guillemets maintenant, enfin amusant, moi ça m'étonne toujours, mais c'est que on explore beaucoup de choses parce qu'on est l'un et l'autre très portés sur la chose. Et lui, il est cambodiste, donc il adore me voir avec quelqu'un d'autre. On a un ami préféré qu'on voit de temps en temps. Et ça me manque un petit peu de l'entendre me dire qu'il est jaloux. Parfois, je lui dis, mais en fait, toi, t'es pas jaloux. Ça te plaît de me voir avec quelqu'un d'autre. Et lui me dit, non, mais en fait, je suis très jaloux et ça m'excite et j'adore te voir avec quelqu'un d'autre parce que c'est moi qui contrôle. Mais le reste du temps, si tu faisais ça toi, toute seule, sans rien partager, ça me rendrait malade. Oui, mais c'est réellement ce qu'il ressent, je vous le confirme. On le sait, les cambodistes, souvent, sont des hommes très jaloux. D'accord. Ah bon, me rassurer, Brigitte, ça me fait plaisir. Bah écoutez, tant mieux, mais vous êtes d'accord, Jean-Charles Bouchou, hein, Oui, certainement. Oui. Ah oui, oui. Non, mais ça, j'ai pas beaucoup étudié la chose, mais oui.
Oui, parce qu'en fait, sa jalousie l'excite. On sait que la jalousie peut être un aphrodisiaque. Quand elle est contrôlée. Oui, non, mais quand elle est contrôlée. Et là, c'est lui qui contrôle, puisque j'irais même jusqu'à dire qu'à mon avis, si vous choisissiez un homme qui vous plaît beaucoup et que vous lui disiez « je veux faire l'amour avec celui-là devant toi », il serait peut-être pas d'accord. Alors, je vous détrompe parce que c'est moi qui ai choisi notre ami. D'accord. C'est moi, et parce qu'il me plaisait justement, je lui ai dit que moi je voulais pas faire ça avec quelqu'un qui me laissait indifférente, et puis en plus je voulais avoir confiance en la personne. Mais il doit lui plaire aussi, alors. Il doit lui plaire aussi. C'est possible. Je pense. Je pense qu'il y a une petite pulsion homosexuelle au fond de tout ça. Oui, bien sûr. On s'identifie à sa partenaire. Il fait un peu l'amour avec cet homme à travers vous, en quelque sorte. J'y ai pensé. Oui, bien sûr. Mais c'est pas grave, ça marche très bien comme ça, tout le monde s'y retrouve. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Marjorie, quand on est d'accord sur ce qui se passe, il n'y a aucun problème. Mais même dans la jalousie excessive, je me demande s'il n'y a pas, là encore, une pulsion homosexuelle. C'est-à-dire, on imagine que l'autre pourrait faire l'amour avec un autre homme ou avec une autre femme. Quand on n'est pas là. Alors que, on l'a vu dans certains cas, ça ne repose sur rien. Sinon, le fantasme du jaloux. D'ailleurs, on dit que quand il y a paranoïa, il y a souvent un peu d'homosexualité refoulée, donc on reste sur la même... Une pulsion homosexuelle, donc, qui serait une pulsion d'amour. Retourner en son contraire, qui deviendrait une pulsion de haine, mais qui serait injustifiable, sauf à imaginer que l'autre nous en veut, ou nous a fait du mal, ou nous trompe. Et à ce moment-là, on peut l'agresser en disant « je suis certain que tu m'es infidèle ». Alors que l'autre en face, il comprend même pas pourquoi on lui parle de ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais c'est toute la complexité de la psychanalyse, hein. C'est que c'est des ouais, puis la choses... paranoïa, je suis pas sûr qu'elle se traite en psychanalyse. Non, à l'extrême, hein, j'entends. Même en thérapie, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est une psychose. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez grave. Non, mais là, dans votre cas, Sophie, vous avez visiblement trouvé le bon compagnon qui quelque part vous convient, et lui, il a trouvé la bonne compagne. Tant que ça marche, il faut pas toucher, toucher à rien. Je crois aussi, d'autant plus qu'il est extrêmement rassurant avec moi, puisqu'il reste en contact. Enfin, il n'y a aucun moment auquel je puisse pas le joindre, sauf quand il est vraiment dans des endroits reculés ou de par son métier, etc. Mais il me donne des nouvelles, des SMS, on WhatsApp, on se fait des vidéos, donc il est extrêmement rassurant. Pour moi. Et vous êtes certainement rassurante pour lui. Je pense aussi à de nombreux égards, oui. Oui, absolument. Mais le seul danger dans votre histoire, c'est quand un des deux va moins sentir qu'il a le contrôle sur l'autre. Et là, ça peut être problématique. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à ce moment-là, ça vaudra vraiment le coup tout de suite d'aller vous faire aider pour pas laisser les choses s'empirer. Parce que là, on voit bien, nous, d'un œil extérieur, ce qui se joue et comment ça s'est mis entre vous de manière très positive. Mais c'est un système qui malheureusement peut à un moment donné bouger, quoi. Mais tant que ça bouge pas, il faut surtout profiter de... Vous avez déjà 14 ans de bonheur, vous en avez peut-être encore 14, hein, alors il faut les prendre. Faut faire attention, oui, je pense qu'on est très vigilants, et heureusement on communique beaucoup, et quand quelque chose dérape un peu, on en parle très facilement, donc beaucoup, très bien. Oui. Non, mais encore une fois, je ne cesse de le répéter, quand dans un couple il y a une sexualité qui se met en place d'une manière qui correspond au couple parfaitement bien, eh bien c'est quand même un sacré pilier de solidité pour le couple. Donc là, je confirme. Merci Sophie. Merci de votre témoignage en tout cas. Et puis on continue dans un instant avec vous bien sûr sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychothérapeute, psychanalyste, et on évoque la jalousie. Et Max est avec nous. Je crois que vous voulez revenir par rapport à certaines choses qui ont été dites durant cette émission.
Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Max. Je voulais juste discuter avec vous par rapport à les blessures qu'une personne peut nous manifester suite à un comportement, une phrase. Est-ce qu'il y a une limite qui amène ce comportement de la part de la personne blessée à la manipulation? Je ne sais pas si c'est clair. La manipulation, ça peut être un mécanisme de défense qui peut être mis en place pour essayer de ne pas s'effondrer, pour essayer de ne pas couler. Oui, dans le sens, si ma partenaire me dit ton comportement m'a blessé, il faut pas le répéter. Donc, moi, je peux comprendre une fois, je peux comprendre 2 fois, mais après, c'est poser tout le temps des limites. Et la conséquence, c'est qu'on lève de la spontanéité dans la relation. Oui. Mais c'est ce que j'ai proposé à un moment donné. Ce serait bien que dans un couple, on ait un socle commun de valeurs. Effectivement, si on vous reprend sans cesse sur votre comportement et qu'on vous demande tout le temps de changer, ben à la fin, ça sera plus vous qui serez là. Et je vais plus loin. Je suis désolé, c'est peut-être difficile à entendre, mais si je dis à l'autre tu dois changer, ben quelque part je lui dis aussi je t'aime pas. Parce que si je t'aimais, je te prendrais tel que tu es, quoi. Oui, même si parfois il y a une rigidité psychologique qui l'amène à demander à l'autre de changer parce qu'on n'est pas capable de rentrer dans le monde de l'autre. Ouais. Et par rapport à les partages des valeurs, moi je pense que la différence des valeurs dans un couple et dans une relation surtout c'est une richesse. Oui. Parce que la fin de la relation c'est de grandir, c'est de devenir des personnes meilleures. Donc si on peut partager des valeurs que moi je n'ai pas mais que ma compagne est là et ma compagne elle partage des valeurs que moi j'ai et elle n'a pas, avec le temps on va devenir des personnes avec une vue sur la vie, sur les relations beaucoup plus complètes. Je ne sais pas si... Ouais, mais pensez à rester vous-même quand même. C'est bien de grandir, c'est bien de s'améliorer, de devenir une personne meilleure, je suis d'accord avec ça, mais à un moment donné, je serai jamais parfait, puis j'ai mes petits défauts, et l'autre, ça va être bien qu'à un moment donné, l'autre m'accueille comme je suis, avec mes qualités, avec mes défauts, quoi. Et puis je crois qu'il y a deux choses différentes. On peut dire à l'autre que on a été blessé, ça c'est une chose, mais on n'a pas à lui dire qu'il faut qu'il change, vous voyez. Si vous avez blessé votre partenaire, qu'elle vous le dit, vous allez, si vous l'aimez, vous allez essayer de ne plus la blesser. Mais c'est pas la même chose que quand elle vous demande de changer quelque chose. Vous voyez, il y a une différence fondamentale. Et puis encore une fois, si on a des valeurs très différentes, on va pas pouvoir à un moment donné trouver quelque chose de compatible, parce que sinon ça veut dire que vous reniez vos propres valeurs pour adhérer à celle de l'autre. Donc bien sûr que c'est intéressant. Je suis d'accord avec vous, Max. La différence, elle est intéressante parce qu'elle nous confronte parfois à nos croyances et ça fait tomber des croyances. Et là, ça peut être intéressant. Mais les valeurs, les vraies valeurs qui sont des choses sur lesquelles on peut pas. Enfin, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, mais moi, je pourrais pas vivre avec quelqu'un qui vend des mines impersonnelles et qui tue des enfants. C'est une valeur qui n'est absolument pas compatible pour moi, vous voyez. Donc j'ai pris exprès un exemple un peu extrême. Il y a des personnes que peut-être que ça ne dérangerait pas parce que ça rapporte beaucoup d'argent et que finalement c'est très bien, ça permet d'avoir un château et un hélicoptère et je ne sais quoi. Vous voyez, Max, est-ce que qu'est-ce que vous voulez ajouter ? Donc il faut qu'on ait un socle de valeurs communs à l'origine pour pouvoir arriver à faire un couple, un minimum. Oui, mais c'est vrai qu'il faut toujours essayer de grandir dans la relation. Je pense que l'autre il devient comme un miroir et on voit qu'est-ce qui nous manque, sur quoi on peut réfléchir, sur quoi on peut s'améliorer. Mais lequel des deux va avoir raison ? Imaginez que pour l'un, la fidélité c'est extrêmement important et que pour l'autre, la fidélité n'a aucune importance et qu'il a envie d'aller faire ce qu'il veut quand il veut. Lequel des deux doit s'adapter ? Oui, ça c'est sûr, il faut une certaine disponibilité. Mais je peux vous faire un exemple personnel pour avoir votre avis. Bon, moi après la séparation qui a été très douloureuse, j'ai commencé à sortir avec des autres femmes
avec certains, surtout 2 femmes, je suis resté en contact. Il n'y avait rien entre nous, il n'y a eu absolument rien, juste à boire une chose et c'est tout. Mais on partageait des intérêts comme la psychologie, la synergologie et tout ça. Et surtout avec une de ces femmes, je suis resté en contact, on était devenus amis et de temps en temps, elle s'est confiée à moi parce qu'elle sait que moi je m'intéresse beaucoup de psychologie. Et par exemple, une fois, mon ex-compagne, elle est allée lire sur mon téléphone une conversation que j'ai eue avec elle, où elle s'est confiée avec moi en disant je suis avec quelqu'un, moi je le savais déjà, mais je ne suis pas bien parce que dans les derniers temps, les choses ne vont pas très bien, on ne fait plus l'amour comme avant, moi je suis une femme tactile, j'ai besoin de caresses et tout ça. Ma compagne, quand elle a vu ça, elle a dit tu parles de sexualité avec des autres femmes, ça m'arrange pas, c'est pas sérieux de sa part, tu devais la couper tout de suite parce que tu es engagé avec moi. Vous voyez, là, par exemple, c'était un point de rupture important. Parce que pour moi, il n'y avait rien de, je veux dire, rien de mal. Je n'étais pas en train de la tromper, mais j'écoutais une amie qui était en difficulté, qu'elle s'est confiée à moi. Mon intérêt, c'était juste de l'écouter et de donner des éléments de réflexion si c'était possible. Mais l'interprétation de mon ex-compagne, c'était complètement le contraire. Je parlais de sexualité et de sexe avec une autre femme. Oui. Vous voyez, bien sûr, voilà. Oui, votre exemple il est intéressant parce qu'il y a moi j'ai envie de dire 2 choses et puis Jean-Charles vous donnera sa réponse. D'abord, elle a quand même été fouillée dans votre téléphone, ça c'est, on peut ne pas être d'accord sur cette valeur-là. Et ensuite, c'est pas vous qui parlez de sexe, c'est elle qui vous raconte quelque chose parce qu'elle a besoin de se confier. Donc oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte Lahaye. Il existe un endroit qui s'appelle l'endroit de l'intime. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, j'ai mes pensées, j'ai mes fantasmes, toutes ces choses-là, personne ne les connaît, personne n'a à les connaître, ni même mon conjoint. Sauf si j'ai envie de les partager avec elle, auquel cas on n'est plus dans le fantasme, on devient dans une sorte de passage à l'acte. Donc le téléphone, il abrite vos secrets. Et effectivement, personne n'a fouillé votre téléphone. Si vous avez envie de montrer une conversation à votre compagne, c'est autre chose. Mais elle n'a pas à les fouiller. Et après, vous avez le droit, en tout cas, j'imagine, d'avoir les amis que vous avez. Faites attention parce que ce que j'entends là, c'est une tentative d'isolement. C'est un des mécanismes que j'avais discuté par ailleurs, qui est un mécanisme pervers où on veut isoler l'autre pour le faire sien. Et l'autre doit absolument fonctionner comme nous on l'a décidé. C'est invivable, c'est insupportable. Oui, moi je suis d'accord. Surtout, c'est aussi refuser. Moi, je suis psychopraticien, donc j'aime écouter les gens, j'aime les aider. Et c'est refuser cette partie de moi. Et moi, je ne peux pas me détacher de cette partie-là. Sinon, je ne faisais pas les études que j'avais faites et je n'étais pas intéressé à la psychologie. Mais vous voyez, ça, elle me disait, on n'a pas les mêmes valeurs parce que moi, je ne parle pas de sexe avec des autres hommes et toi, tu ne peux pas le faire. C'est un exemple concret de comme, au contraire, on peut dire, oui, je peux parler de sexualité avec un ami qui se confie à moi, qui est en difficulté, je peux l'écouter. Il n'y a rien de mal. Oui, mais c'est là où vous avez raison. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Moi, je parle de sexe presque tous les jours. Si je suis avec un homme qui ne supporte pas que je parle de sexe, ça ne pourra pas coller. On est d'accord. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles et je crois qu'il est plutôt intéressant, et ce sera d'ailleurs notre sujet mardi, c'est plutôt intéressant de le découvrir assez vite dans une relation parce que sinon on souffre, on essaye de s'adapter, on essaye de renoncer à soi et puis finalement on ne renoncera jamais assez parce que l'autre va prendre de plus en plus le pouvoir. Donc je crois que vous avez raison, Max, c'est une relation qui n'était pas viable. Oui, mais c'est dommage parce que pour autre chose, ça marchait très 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 bien. Donc, on se demande quoi d'ailleurs, hein. Non, mais je dis dans les petites choses, dans la vie quotidienne, les partages, il était intense, important, il y avait une syntonie, il y avait une complicité, mais sauf sur certains points, malheureusement, il y avait une différence de vue de la vie et qui nous menait à la rupture de la mais relation. Ne regrettez rien parce que ça se serait certainement aggravé vu ce que vous nous avez dit.
Donc, oui, il faut avoir une belle conversation avec elle, une grande conversation, et à la fin, soit il y a un accord entre les deux, soit effectivement, ce ne sera pas viable. Merci en tout cas de votre témoignage et puis bonne continuation, Max. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil, on va parler du chemsex et puis on va tester un jouet et puis on vous donne la parole bien sûr pour évoquer la jalousie. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, on va parler du chemsex. Alors, à peu près tout le monde a plus ou moins entendu parler de tout ça. Et je crois que si j'ai envie d'en parler aujourd'hui, c'est surtout pour que ceux qui ont des ados sachent exactement de quoi on parle, afin de pouvoir en parler quand même un tout petit peu à leurs ados et de les protéger. Donc le chemsex, ce sont des drogues qu'on prend durant les rapports sexuels pour obtenir plus de jouissance. Souvent, elle se prend en groupe durant plusieurs heures, voire même parfois plusieurs jours. Il y a des groupes comme ça qui durent plusieurs jours et qui prennent du chemsex. C'est surtout dans la communauté gay, mais pas uniquement. Enfin, la majorité du chemsex s'utilise chez les gays. C'est une drogue qui est généralement c'est la 3-MMC. Alors, elle a comme avantage de se désinhiber et elle offre, semble-t-il, moi j'en ai jamais pris, mais elle offre des sensations corporelles accrues. Donc, ça donne une sensation de jouissance plus forte, ça désinhibe. Elle génère également une euphorie qui va donner le sentiment d'être plus fusionnel. Elle rend plus endurant aussi, ce qui peut se comprendre qu'on ait envie quand on fait du sexe pendant plusieurs jours d'en prendre. Elle permet de rester éveillé, c'est-à-dire que quand on prend du chemsex, on peut rester 2 jours sans dormir et rester en forme. Bref, moi je dis tout ça, mais en même temps je pense que c'est grave d'utiliser le chemsex parce que c'est pas sans risque. D'abord, ça développe une véritable emprise sur la vie sexuelle des utilisateurs, et puis ça a des effets négatifs sur la santé, sans oublier le côté addict. Ça peut provoquer des arrêts cardiaques si c'est mélangé à trop d'alcool ou à d'autres drogues. Donc c'est quand même quelque chose on commence aujourd'hui la santé commence à s'intéresser, le ministère de la Santé commence à s'y intéresser, et je précise que pour ceux qui éventuellement sont un peu touchés par le chemsex, il ne faut pas hésiter à aller au CEGID. C'est un centre gratuit de dépistage et de diagnostic où vous pourrez voir où vous en êtes si jamais vous êtes dans une consommation un peu excessive. Vous dites ça touche des adolescents. Ça touche parce que les adolescents, normalement, ils n'ont pas besoin de médicaments pour que ça fonctionne. Non, mais ça touche, vous savez, ces communautés gays qui vont dans les backrooms, etc., et qui font des soirées où on va c'est celui qui va rester le plus longtemps éveillé, qui va avoir le plus de rapports. C'est quand même une sorte de concours, quoi. Oui, vous savez qu'on est chez les jeunes, il y a souvent une sorte de notion de performance, le plus, et donc le chemsex aide à être plus performant, plus. Donc c'est pour ça que voilà. Mais encore une fois, heureusement, c'est pas forcément tous les ados, loin de là. Et puis il y a pas que des ados, il y a aussi des adultes qui l'utilisent. En tout cas, le message que j'entends, c'est que c'est mauvais pour la santé. C'est très mauvais pour la santé. Et puis ça n'a, je veux dire encore une fois, pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Et puis je pense que ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que on peut devenir addict, donc il vaut mieux pas y toucher, parce qu'après on peut. Peut-être d'ailleurs que ces gens-là, le jour où ils prennent pas de médicaments, ils deviennent impuissants, non ? Alors c'est parfois des gens qui sont pas trop à l'aise et qui vont commencer à en prendre, et puis du coup ils vont se sentir Dieu, et puis ils vont continuer. Vous voyez, quand on était gamin, c'était l'alcool. Et c'est encore l'alcool, malheureusement. Voilà, on picolait un peu, ça nous désinhibait, on osait aller draguer les filles qu'on n'aurait jamais osé sans ça. Mais on n'avait pas besoin de ça pour le sexe. Une fois que c'était enclenché, normalement, l'énergie, on l'a naturellement. Oui, mais bon, écoutez, c'est bien d'en parler. On sait aujourd'hui, de toute façon, en dehors du chemsex, on sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de drogues, que les gens se droguent de plus en plus. C'est quand même un des fléaux de notre société. Parce que les dealers, s'ils gagnent tant d'argent, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de consommateurs. Faut pas non plus se voiler la face. Donc, souffrance en amont. Absolument. Évidemment. Et une perte de sens vis-à-vis de la vie, j'imagine.
Oui, et puis je crois, enfin, je sais pas si vous avez déjà fumé un joint, mais moi ça m'est jamais arrivé, donc je suis mal placée pour en parler, mais je crois que si on a besoin de fumer un peu, c'est quelque part on n'arrive pas à trouver en soi. C'est comme l'alcool et la fête. Oui. On se croit obligé de boire pour pouvoir faire la fête, c'est pas vrai. Hein. Mais non. On peut très très bien s'amuser sans alcool, sans produits chimiques, sans rien, quoi. Bien sûr. Avec les bonnes personnes, par contre, avec qui on va aimer rire, avec qui on va aimer échanger. Ce qu'on fait nous ici, hein, on n'a pas besoin de le boire pour pouvoir parler entre nous. On n'a pas besoin de prendre de drogue pour garder les yeux ouverts. Tout va bien. Voilà, c'est dit. Marion est avec nous. Elle a reçu ce petit stimulateur clitoris de la marque Yoba et qu'on trouve sur concordlove.fr. Bonjour Marion. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Marion. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Eh ben oui, vous avez abusé de quoi encore? Je plaisante. Bon, il est mignon, hein, ce petit lapin. Oui, il est super, il est adorable. Il est rose, il y a plusieurs fonctions, c'est génial. Et il est génial, en plus, c'est vrai? Oui. C'est un Bunny Vibe. Bunny parce que c'est le nom de lapin en anglais, et puis Vibe c'est parce qu'il vibre, hein, je suppose. Oui, c'est ça. Et c'est bien parce qu'il y a plusieurs fonctions, donc on peut s'amuser avec plein de fonctions, c'est génial. Oui, c'est vrai qu'il a l'air, là je suis en train de le faire vibrer avec ses deux petites oreilles, il doit être assez efficace, j'imagine. Oui, il est très efficace. Bon. Écoutez, en plus c'est vrai que c'est mignon, c'est joli, ça, on peut même le mettre dans son sac à main. Hein. Exactement. On peut l'emmener partout. C'est très féminin, c'est glamour, c'est vraiment super. Bon. Écoutez, je ne vais pas abuser de votre voix parce que ça me fait un peu de la peine. Je sais, pour avoir eu des problèmes de voix il y a quelques semaines, je sais que c'est difficile. Donc donnez-moi juste sa note et puis je vous laisse tranquille. Écoutez, je le noterai sur 9 sur 10, quoi. Ah oui, 9 sur 10. Donc je vois qu'il vous a beaucoup plu, ce petit lapin. Oui, très très bien. Alors, ce Bunny Vibe, vous pouvez le retrouver sur le site concordlove.fr et si vous y allez avec le code promo Sud Radio 15, vous aurez donc 15% de rabais pour ce petit jouet ou pour d'autres jouets d'ailleurs. Hein. Il y a pas de souci. Et alors, ce jouet, il va être offert à quelqu'un en particulier, mais quelqu'un qui m'écoute et qui a envie de participer à l'émission. Alors, si vous voulez participer à l'émission demain ou la semaine prochaine, eh bien, on vous offre ce petit Bunny Vibe. On continue avec Michel qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Michel. Merci de témoigner. Vous avez envie d'évoquer la jalousie, hein, un sentiment inévitable, je crois, hein, c'est votre avis? Oui, voilà, moi je crois que c'est un sentiment inévitable. Alors le problème de la jalousie, c'est que on est jaloux des gens qu'on aime, à mon avis. Moi, l'anecdote, c'est que je pense que c'est de la jalousie, mais voir quelqu'un danser avec ma femme et qui se rapproche un peu trop, je regarde et puis j'ai fini par intervenir, quoi. Ah oui, ça vous est arrivé. Ah oui, ça m'est arrivé, oui. Bon, on était... Mais c'est bien parce que vous avez fait comme Marjorie tout à l'heure. Vous avez réagi, vous avez posé vos limites. Ah oui, et en plus, c'était l'employeur à l'époque de ma femme qui commençait un travail d'assistante médicale et je pense qu'il voulait se taper toutes les assistantes. Donc quand je l'ai vu danser avec elle et il se rapproche un peu trop, je dis oh là toi, il y a une frontière que tu vas pas franchir et je vais te l'expliquer rapidement. Mais je crois que c'est là où on a tous notre frontière. Hein. Je crois vous êtes d'accord, Jean-Charles Bouchou, il a raison, Michel. Fois, mais là, je me répète, puisque c'est ce que j'ai dit, ça aurait été bien de le discuter avant. Mais ce qui serait intéressant de savoir, Michel, c'est comment est-ce que elle a réagi lorsque vous avez posé une limite, lorsque vous avez dit ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Je les ai séparés, puis j'ai dansé avec elle. D'accord. Elle était contente? Oui, je pense qu'elle était contente que je les sépare. D'accord. Oui, parce qu'elle se sentait... vous en avez parlé ou pas du tout? Non, on n'a pas trop parlé après. Bon, je m'en souviens plus trop, mais je pense pas, non. Et puis, moi, j'ai totalement confiance en elle, donc
il n'y avait pas de souci là-dessus. D'accord, elle était débordée par la situation en fait. Mais voilà, et comme c'était son patron, bon. Mais comme moi, j'en imposais par la taille, bon, il n'a pas discuté, quoi. Hein. Remarquez, oui, si c'était son patron, c'est délicat. Voilà. C'est malheureusement une position... Et elle n'est pas restée, parce que je pense qu'il a dû insister après, quand elle était employée, et elle a arrêté d'y travailler rapidement. D'accord. Ouais, donc votre jalousie, c'est juste du bon sens, hein, Michel. Vous avez perçu qu'il y avait quelque chose. Je pense que c'est du bon sens. Bon, après, avec le temps, moi j'aimais bien qu'on regarde ma femme. Bon, par contre, quand elle mettait des robes un peu courtes, des mini-jupes, bon, elle montrait ses jambes. Bon, j'adorais ses jambes. Donc, bon, effectivement, si c'était un peu trop haut, bon. Ah, il y avait des limites quand même. Oui, il y avait des limites quand même, oui. Mais encore une fois, ça dépend, parce qu'il y a des hommes qui, au contraire, ça les excite qu'on regarde leur femme, à condition que ce soit à condition que ce soit eux qui la ramènent à la maison. Oui, voilà, sûr. Exactement. Et ça, c'est genre, elle vous plaît, mais c'est la mienne. Voilà, c'est ça. Et comme je suis lion, donc en plus, le lion est possessif. Hein. Mais je me souviens, moi, d'un copain qui était, à l'époque, il était mannequin, donc ça fait il y a longtemps, et qui était magnifique. Et il avait épousé une femme assez... pas très jolie, d'ailleurs. Et un jour, je me souviens, je lui en avais parlé, et il m'avait dit, je ne supporterais pas qu'on regarde ma femme. Ah ouais, bon. Comme quoi, vous voyez, tout est dans la nature. Donc ça le rassurait. Sans doute, voilà. Mais ce qui est important, encore une fois, Michel, c'est que vous avez su réagir, parce que sinon, si vous n'aviez pas réagi, que vous fassiez une scène après à votre femme, ça aurait été plus... Ah ouais, non, je faisais pas de scène, mais mais voilà. C'est intervenu tout de suite. Et vous avez jamais dansé avec une autre femme un peu trop près, un peu trop collé serré? Ah ben si, bien sûr. Et elle me l'a reproché là par contre, parce que bon, un peu malheureusement elle a divorcé, mais elle m'a dit, mais t'étais amoureux de cette femme. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Non, j'ai jamais été amoureux d'une autre femme que toi, hein, donc. Bon, mais en fait, c'est tout ça aussi qu'il faut dire, peut-être, Jean-Charles Bouchou, c'est que on est avec quelqu'un, on n'a pas envie de le tromper, et puis tout d'un coup, on est en train de danser parce que ça se fait comme ça, c'est une soirée, etc. Et puis il y a un moment donné où il y a un petit peu le corps qui prend le dessus sur la tête, et puis on s'en rend pas forcément compte parce qu'on est dans son plaisir à soi, et puis si l'autre... Non, mais quand son compagnon, sa compagne est présent, il faut quand même faire attention. C'est ce que c'est extrêmement blessant. C'est ce que je suis ravie que vous puissiez dire, parce qu'en effet, il faut pas oublier que... oui, parce qu'à un moment donné, c'est du manque de respect. Il faut faire très attention, effectivement. Et le manque de respect est, on y revient, une violence. C'est une violence faite à l'autre. Et oui. Et c'est pour ça que c'est bien, peut-être, de savoir quand même communiquer. Chacun pose un petit peu ses limites, et puis on se met d'accord. Hein. Bien sûr. Bon, merci Michel de ce témoignage, en tout cas, merci à vous. Allez, on fait une petite pause et on va conclure dans un instant. Comment reconnaître un pervers et quelles sont les bonnes attitudes à prendre pour ne pas tomber dans ses filets? Nous en parlons demain avec Jean-Charles Bouchou. Venez participer à l'émission. Notre standard vous attend, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Charles Bouchou est avec nous et on va conclure avec Hélène qui est avec nous également. Bonjour Hélène. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Hélène. Merci de m'accueillir dans votre émission. Je vous en prie. Et j'ai écouté depuis 14 heures toutes les personnes que vous avez écoutées. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être rentrée dans un trou noir dans ma vie. J'ai été mariée très jeune. Oui. Parce que j'avais un père violent. Donc, 16 ans et demi, je me suis retrouvée mariée avec un homme de 20 ans de plus que moi. Mais parce que c'est votre père qui vous a mariée, ou est-ce que vous avez fui J'ai fui. D'accord. J'ai fui. Donc c'est vous qui l'avez choisi.
votre mari? Mais disons que oui, on se fréquentait. Il avait été présenté à mes parents. Enfin, voilà, c'était, si vous voulez, la procédure a été faite normalement. Alors, c'est déjà une violence, parce que je considère que des parents qui autorisent leur fille de 16 ans et demi à se marier, on peut se poser la question quand même. Hein. C'est-à-dire que, comme mon père était violent, donc il s'est réfugié dans une clinique de désintoxication. Et moi, je tenais absolument à ne plus rentrer chez moi. J'avais fui. Oui, mais je comprends que vous ayez eu envie de fuir. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, votre mère aurait pu vous prévenir et vous dire, ma fille, tu as 16 ans et demi, tu as peut-être le temps de trouver un homme. Enfin, je veux dire, là, on sent pas le mariage d'amour sécurisant et positif. Hein. Ma mère était contre, mais quand moi, je ne voulais plus rester à la maison parce que j'en avais assez de vivre cette vie-là. Et je serais partie dans un foyer. Non, mais je suis pas. Attendez, je suis pas en train de vous dire que vous avez eu tort. Je dis juste que on peut quand même considérer que des parents qui laissent une fille de 16 ans et demi se marier, moi, ça me gêne un peu. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Charles Bouchou? Oui, effectivement. Après, je ne sais pas quelle était la force de conviction d'Hélène. Est-ce que vous aviez tellement envie de vous marier ou est-ce que vous aviez plutôt envie d'échapper au foyer? Je voulais partir dans un foyer, justement quitter le foyer parental. Ouais. Mais à ce moment-là, mon fiancé m'a dit, écoute, si tu veux, on se marie. Ça faisait presque un an qu'on se fréquentait. Et bon, j'étais assez mature, hein. J'avais peut-être 16 ans, mais j'étais très mature. Et donc, je me suis mariée, donc il a fallu que je demande l'émancipation à mon père. Voilà, et je me suis mariée, mais on s'entendait très bien, il était rigolo. Il me faisait rire, on s'entendait bien, voilà, c'était pour moi. Mais alors, en quoi vous dites que c'est un trou noir? Parce que quand j'entends les couples qui sont jaloux de leur mari ou les maris qui sont jaloux de leur épouse ou de leur compagne, moi, si vous voulez, je n'ai pas eu l'occasion de le rendre jaloux. Il a été possessif, jaloux et exclusif dès le départ. Mais je m'en suis pas rendu compte parce que on n'avait pas d'amis. Moi, à 16 ans et demi, j'ai quitté le lycée, mais j'avais pas d'amis. Oui, j'entends bien. Vous quittez une famille qui est négative, toxique, pour un homme toxique. Ça fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur l'isolation, l'isolement. Là, on est dans les mécanismes qu'on discutera demain, de perversion narcissique. Hein. Et ce qui fait que, si vous voulez, moi j'ai été dans un tourbillon. Après, je suis restée 2 ans, j'ai quitté l'école, que je n'aurais pas dû, parce que bon. Bien sûr. Et vous êtes resté combien de temps avec lui? 16 ans. 16 ans. 16 ans, mais avec à 32 pas mal d'enfants. Vous avez eu combien d'enfants? 4. Oui. Voilà. C'était peut-être un choix de votre part ou vous êtes... Oui, ça a été un choix de ma part. Lui, il n'en avait pas. Il avait dépassé les 40 ans. Donc, voilà, c'était une... Et c'est vous qui avez demandé le divorce? Disons que ça s'est fait parce que on ne s'entendait plus. C'est-à-dire qu'il était jamais content. Et, il était jaloux, possessif, il vous faisait des scènes, il était violent. Mais non, justement parce que je n'ai donné aucunement l'occasion qu'il soit jaloux. Vous voyez, je ne parlais à personne. Mais parce que vous aviez peur qu'il vous fasse une scène ou parce que vous étiez dans un isolement sans vous en rendre compte? Disons que je sentais qu'il était quand même assez jaloux et possessif parce que à l'époque c'était la mode des jupes courtes, alors qu'il me faisait porter des jupes longues, pas de décolleté. Quand si vous voulez, quand j'ai eu mes enfants, je n'ai même pas eu le droit d'aller voir le kiné pour, vous savez, après un accouchement. La rééducation périnéale. La rééducation, tout à fait. Donc je n'ai rien fait du tout.
je n'ai pas pu. Aller au cinéma avec mes enfants, il avait peur que je me fasse, c'était son expression de me faire sauter par le projectionniste. Enfin voilà, vous voyez. Oui, là, une fois de plus, on est dans le champ de la parano. Exactement. On est dans le champ de la parano. On est plus dans le sujet de demain que dans le sujet d'aujourd'hui, hein, parce que on est au-delà de la jalousie. Vous êtes complètement enfermé, interdit de sortir, interdit de faire ce que vous voulez. Et si vous a choisi à l'âge de 16 ans, c'est pas un hasard. Hein. Ça ressemble un petit peu au tout premier témoignage qu'on avait eu. C'est une sorte de Pygmalion qui vous récupère, qui vous utilise comme si vous étiez un bloc de marbre, en se disant je vais la façonner à l'image que je veux. Et elle mettra les robes que je veux, elle mettra les décolletés ou l'absence de décolleté que je souhaite, etc., etc. Et je la garde sous cloche pour que personne ne puisse la regarder. C'est pervers en fait. Hein. Oui. Mais ce qu'on voit encore une fois aussi, Jean-Charles Bouchou, c'est que la pauvre Hélène, elle est avec un père violent et elle choisit un homme qui n'est pas le même, mais qui ressemble. Enfin, différemment, mais pareil. C'est une autre violence peut-être. Peut-être qu'avec votre père c'était une violence physique. Je sais pas, vous n'avez pas beaucoup parlé. Et là c'est plus une violence psychologique, mais on n'est pas très très loin. Hein. Et après, j'ai divorcé, j'ai eu d'autres relations, et en fait, il n'y avait pas de sentiment de jalousie, parce qu'on s'entendait bien, enfin, vous voyez, et les jalousies que j'ai pu rencontrer, c'était au travail, avec les collègues de travail, parce que j'étais toujours de bonne humeur, toujours avenante. Je suis assez conviviale, donc je parle avec tout le monde. Vous voyez, voilà. C'est une jalousie, pas de couple, mais c'est pareil. Hein, c'est un peu de l'envie, c'est pas tout à fait pareil quand même, je trouve. Ouais, mais c'est que ce sont des gens qui ont envie de vous éteindre. Oui. C'est-à-dire des gens qui sont attirés par votre lumière et qui ont envie de vous éteindre. Je veux dire, si quelqu'un à un endroit vous dérange, vous n'avez qu'à changer de pièce. Pourquoi vouloir l'éteindre absolument ? Voilà. Vous voyez, c'est ce genre de jalousie aussi qui existe, même sans être en couple. Hein. Voilà. Bien sûr. Et vos 4 enfants, comment vont-ils ? Parce que quand on a un père comme ça, parfois, les enfants, c'est compliqué. Disons que mes enfants sont très, très, très gentils. Et c'est leurs femmes qui sont jalouses. Ah, mince, ils répètent encore. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils choisissent une femme en fonction du père. C'est intéressant parce que ça nous montre une chose qui est passionnante, c'est si je fais une thérapie, je me libère. Mais je libère toutes les générations à venir. On pourrait même penser les générations passées, mais bon là on est dans la métaphysique. Mais je libère. Pardon ? Je voudrais faire une thérapie, mais je voudrais être dans les mains de quelqu'un qui saura me relever. Ça, Hélène, il faut commencer, et puis si c'est pas la bonne personne, vous en changez jusqu'à trouver la bonne. Vous savez, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Hein. Si vous êtes vraiment prête à faire une thérapie, à un moment donné, vous rencontrerez un bon thérapeute. Mais vos enfants, peut-être, auraient aussi besoin, parce que on voit bien qu'ils répètent, et c'est pour ça que je posais la question, parce qu'on sait à quel point, lorsque les enfants ont eu un parent, ça peut être la mère, parce que les femmes aussi sont perverses, il n'y a pas que les hommes. Identiques. Il y en a autant, il y a autant de femmes que d'hommes, contrairement à ce qu'on entend en ce moment. Quand les enfants, en tout cas, ont eu un parent pervers, parfois ça laisse des traces, et soit ils sont eux-mêmes pervers, soit ils choisissent parfois un partenaire. C'est une éternelle répétition, quoi. Ouais, une éternelle répétition. Et c'est pour ça que on est là et que vous êtes là, Jean-Charles Bouchou, pour éclairer tous ceux qui nous écoutent. Merci Hélène, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup. On va conclure, puis demain, on l'a dit, on va définir un peu ce que c'est que les pervers et comment on peut les reconnaître. Vous donnerez encore une fois de nombreux éclairages à tous ceux qui nous écoutent. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan pour C'est votre avenir. Et si vous avez envie de témoigner sur la perversion, vous pouvez de toute façon dès à présent appeler Sud Radio. Vous savez que on peut vous donner un rendez-vous même la veille pour le lendemain. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que